Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Aujourd'hui, je suis touchée de recevoir Aurore, pour mon premier podcast, ma première interview. Donc Aurore est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance d'accompagner depuis presque 1 an. J'ai regardé ce matin quand on s'est rencontrés. Donc c'était le 16 février 2024, donc presque bientôt 1 an. Donc merci d'avoir accepté cette belle invitation et de partager surtout ton histoire avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée, de m'avoir proposé. Je sais que ça te tient à cœur aussi de partager ton histoire aux autres femmes, donc... Donc première question Aurore, comment est-ce que tu te sens vraiment aujourd'hui ? Je me sens globalement bien parce qu'on avance et que j'ai des réponses à mes questions et que j'ai appris énormément de choses grâce à toi sur mes ancêtres, sur mon parcours et sur voilà les différentes choses que j'ai pu vivre et j'ai surtout eu des explications en fait grâce à toi en fait sur ces choses-là. Donc bien, je dirais globalement. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire à partir du moment où vous avez pris la décision du coup de devenir parent avec ton conjoint jusqu'à la découverte en fait de vos difficultés pour la conception de cet enfant ? Comme du coup je te l'avais expliqué, c'est vrai qu'on a décidé d'entamer les essais bébés suite à une erreur un peu de diagnostic du coup de ma gynéco qui pensait que j'avais une trompe bouchée. Je pense que c'est ça en fait qui a déterminé un petit peu le truc parce que du coup j'ai passé un IRM en urgence où au final il n'y avait pas de trompe bouchée du tout. Mais en attendant du coup les résultats de l'IRM, en attendant le fameux rendez-vous pour voir avec la gynéco si tout allait bien, c'est vrai qu'on s'était posé en fait comme question si on n'allait pas du coup directement commencer les essais bébés en fait plus vite que ce qu'on avait prévu en fait à l'initial. Parce que justement on a eu peur. Donc du coup on s'est lancé en mars 2023. Ensuite il y a quand même eu pas mal de mois où moi j'enchaînais avec des soucis de santé, mais inflammatoires je dirais. Plus des soucis où j'avais mal, des douleurs pelviennes dues à des kystes que j'avais, ou voilà des douleurs en fait au niveau de mon corps. Je sais pas, je sentais qu'il y avait quand même des choses où mon corps commençait un peu à me parler, mais je pense que je voulais pas forcément trop le voir. Parce que tous les T'avais mois au pas ces niveau de l'eau. douleurs-là du coup ? Excuse-moi, Ouais, t'avais pas ces douleurs-là du coup avant le projet bébé ? non, Ok. non. J'avais déjà eu des kystes, mais des kystes, bon bah oui, qui pouvaient être un petit peu douloureux, mais vraiment qui partaient après, quelques mois après, etc. Et là, c'est vrai que tous les mois, il y avait quelque chose. J'avais du coup donc des douleurs pelviennes parce qu'au final, c'était un kyste qui partait, mais des douleurs quand même assez importantes. Après, j'ai eu quand même, j'ai enchaîné sur plusieurs mois de conjonctivite. Bon, c'est ça de travailler aussi avec les enfants, mais c'était pareil, j'avais l'impression que mon corps en fait était inflammé sur plein de niveaux et qu'en fait quand il y avait quelque chose en fait qui allait mieux, ça enchaînait à chaque fois sur autre chose. J'avais des douleurs après à l'épaule quand j'avais mes règles et pendant l'ovulation. Et quand je m'étais quand même renseignée, il y avait quand même marqué directement que c'était de l'endométriose. Donc après j'ai commencé à chercher un petit peu ailleurs, à changer de gynéco parce que déjà j'avais pas trop apprécié le lien que j'avais avec celle qui s'était trompée de diagnostic, hein. C'était pas que parce qu'elle s'était trompée que j'avais changé, mais parce que ça passait pas très très bien. Donc après ça a plutôt été, à part justement les petites douleurs à l'épaule, tout ça, ça allait. Mais c'était quand même dû à des inflammations. Moi je sentais que c'était un peu bizarre, mais bon voilà. Et du coup, c'est en novembre 2023 que j'ai commencé à faire comme des infections urinaires, en fait, après mes règles. En fait, je me suis rendu compte là, en y réfléchissant, que ça avait commencé dans l'été. Mais vu que ça durait vraiment pas longtemps et que c'était pas aussi douloureux, j'avais pas du tout fait attention. Enfin, ça passait vraiment à l'as, quoi. Donc vraiment, j'ai commencé à souffrir d'infections urinaires, ce que je pensais être des infections urinaires à partir de novembre 2023. Où là c'était tous les mois après mes règles, pendant à peu près 10 à 15 jours après, où j'avais des sensations vraiment d'infection urinaire, où ça me brûlait quand j'urinais, où ça me faisait des douleurs vraiment au ventre, des gènes en fait tout le temps, et en fait ça s'arrêtait d'un coup.
Donc là, du coup, j'avais consulté ma gynéco pour d'autres choses en fait, pour un suivi normal et clairement ne m'avait pas du tout répondu ni expliqué en fait ce que ça pouvait être. Elle, je pense qu'elle partait sur une infection urinaire banale. Mon médecin me faisait faire du coup des examens au niveau de l'urine, etc. Et il n'y avait pas du tout de bactéries qui ressortaient. Et c'est du coup en novembre, par contre, que la gynéco que j'avais à l'époque m'a quand même diagnostiqué du coup une adénomiose, donc qui est du coup une inflammation à l'intérieur de l'utérus. Enfin, une inflammation, ouais, c'est comme de l'endométriose, mais à l'intérieur de l'utérus. Mais elle n'a pas fait forcément le lien, en fait, avec mes douleurs que j'avais. Et donc, ça en est resté là. Mais en fait, elle m'a pas du tout non plus donné d'explication sur ce que c'était l'adénomiose. C'était en gros, vous avez de l'adénomiose, point barre. Ce que c'est, ce que ça implique, tout ça, moi après je me suis renseignée sur internet. Et vu qu'elle Ok. ne s'alarmait pas, ou en tout cas n'était pas inquiète, et en gros c'était oh vous avez de l'adénomiose, bon c'est rien, point. Bah j'étais pas inquiète moi au départ non plus quoi. Et en fait quand j'ai commencé à faire le lien à chaque fois au niveau de mes règles, je me suis dit mais en fait ça veut dire que du coup à chaque fois que j'aurai mes règles chaque mois, je vais souffrir pendant 15 jours chaque mois, en fait après. Et du coup, j'ai changé de gynéco parce que bah, ça me convenait pas en fait sa prise en charge et moi je l'avais recontactée pour qu'elle puisse me répondre à mes questions et en fait j'ai jamais eu de nouvelles. Je lui avais quand même renvoyé des mails et j'avais essayé de la recontacter pour reprendre rendez-vous et par téléphone etc. Et je n'ai jamais eu de nouvelles de sa part. Donc du coup bah là ouais, je pense que je commençais un petit peu à paniquer parce que je commençais vraiment à voir aussi que je dormais plus très bien en fait à cause des douleurs. J'ai commencé à m'arrêter pour le travail, etc. aussi parce que bah, j'arrivais pas à travailler correctement ou voilà à pas avoir mal et tout. Donc après moi j'ai fait mes propres recherches et du coup j'ai cherché une gynéco qui était spécialisée dans l'endométriose, adénomiose, etc. Qui m'a reçue, donc là on était au mois de novembre, elle a dû me recevoir en février. Et du coup, donc grosse consultation, elle a vraiment pris le temps de me poser plein de questions, ouais, de vraiment prendre le temps, etc. avec moi. Mais pour elle, c'était pas de l'endométriose. Parce que c'était en gros, vos règles ne vous font pas assez mal, vous n'êtes pas assez handicapé en fait pendant que vous avez vos règles pour avoir l'endométriose. Mhm. Parce qu'en gros, elle m'avait demandé si je prenais du coup des médicaments, je lui avais dit que je prenais de l'Antadis. À peu près bah, deux fois par jour. J'ai pas des règles qui sont très très longues et j'ai pas des règles non plus hémorragiques. Donc en gros pour elle, si l'Antadis faisait effet et que je n'avais pas mal à clairement me plier par terre, c'était pas de l'endométriose. Elle a re-regardé au niveau de l'écho et bon bah oui, elle a vu l'adénomiose. En fait, elle avait pas d'explication par rapport à ma douleur spécialement. Elle a pas cherché à me donner des médicaments par rapport à ça non plus. Et par contre, bah voilà, elle nous a fait faire en fait les premiers tests en fait, même si j'aime pas trop ce terme-là, d'infertilité en fait primaire pour voir si les trompes étaient bouchées, pour voir si mon conjoint au niveau spermogramme, etc. Tout était ok. Et ça, tout était ok. Donc en fait après, j'ai plus une nouvelle en fait. Voilà, si je tombais pas enceinte, c'était à moi après de reprendre rendez-vous avec elle et tout, mais j'ai pas eu de suivi en fait spécifique avec cette personne-là qui pourtant était spécialisée. S'en est suivi après de la fameuse rencontre avec ma gynéco actuelle, qui est plus réputée en fait dans le domaine, où j'avais quand même pris rendez-vous du coup il y a un an. C'était avant en fait d'être suivie par la personne par la deuxième gynéco, vu qu'il y avait un an en fait de délai, j'avais quand même cherché en fait ailleurs et j'avais quand même gardé le rendez-vous. Et au final, bah, comme je t'avais raconté, vers août-septembre, limite, je voulais pas y aller parce que je m'étais dit de toute façon, ça fera en fait une personne de plus qui me dira bah, que ça servira à rien et qu'à part soit tomber enceinte, soit enlever l'utérus pour l'adénomiose, soit prendre la pilule, en gros, il n'y avait rien à faire. Et mes douleurs s'accentuaient, je voyais que les anti-inflammatoires que je prenais en fait d'habitude ne fonctionnaient plus. J'étais du coup là à prendre bah, du coup des kétoprophènes pour apaiser, plusieurs par jour, enfin 2 par jour à peu près. Et, euh, et du coup, donc elle m'a prise en consultation et là, elle a vu elle directement. Enfin, ça l'a tiqué en fait déjà que je lui explique ses envies d'aller aux toilettes répétées plusieurs fois par heure, que avec de l'adénomiose en fait, ça lui posait. Ça s'était vu en fait à sa réaction que ça lui posait question et que pour elle, de toute façon, elle voulait me refaire faire un IRM parce que c'était pas normal. Dès l'échographie, de toute façon, en fait, elle a vu un gros nodule en fait du coup d'endométriose sur la vessie. Voilà, elle m'a fait passer du coup un IRM en urgence.
Ce qui est tombé, c'est donc, eux, ils appellent ça un macronodule avec une assez grosse atteinte en fait. Alors, j'ai plus exactement le terme, mais en tout cas sur la vessie. J'en ai un sur l'ovaire, j'en ai un au niveau du rectum, j'en ai un au niveau du côlon. Et du coup, là, ce qu'il en est, c'est qu'elle m'a remis sous pilule pour stopper en fait les cycles, donc au niveau des hormones, etc., ça soit stoppé pour que le nodule puisse au moins stopper au niveau de l'évolution et régresser. Et là, je suis en attente du coup d'un chirurgien en fait à l'hôpital Bretonneau pour qu'il puisse étudier mon dossier et voir si il faut opérer ou pas. Ça, c'est vraiment un parcours plus médical, sachant que après, il y a eu du coup les séances avec toi qui ont permis du coup d'éclairer en fait aussi plein de choses et sur pourquoi ça bloquait en fait à certains endroits et qui m'ont quand même moi fait beaucoup de bien parce que je me sens beaucoup plus sereine par rapport à plein de choses qu'on a pu voir ensemble en séance, notamment la peur de l'abandon, notamment confiance en moi, etc. Ça qui c'est autre chose quoi, c'est un autre Mhm. accompagnement qu'il y a eu pendant cette année qui a permis en fait aussi de toute façon à comprendre, je pense, les choses. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti? Enfin, je dis tu, mais il y a aussi ton partenaire, ton conjoint dans l'histoire. Qu'est-ce que vous avez ressenti au fil de ce parcours médical, en fait, d'errance un peu médicale? Est-ce que tu te souviens d'un moment peut-être particulièrement douloureux dont tu te souviendrais encore aujourd'hui et que tu voudrais nous partager? Comment ça s'est passé, en fait, pour vous deux? Bah, moi, en fait, du coup, je me rends compte que j'ai jamais été très sereine, même au départ. Je pense que soit il y avait une petite intuition, soit il y avait quelque chose, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours, tout de suite, dès les premiers mois, senti. Et je crois même que ça s'est passé en fait avant parce que quand j'en parlais, même plus jeune, adolescente, etc., ou jeune adulte, plus jeune adulte quand on n'était pas dans les essais bébés, j'ai toujours dit de toute façon, moi, ma peur, c'est de pas arriver à avoir un bébé, de pas Mhm. arriver à tomber enceinte. L'endométriose restait en fait quand même dans mon esprit. Pas forcément très très tôt non plus parce que c'était pas une maladie qui était très connue. Quand ça a commencé à plus être connu, c'est vrai que c'était une de mes peurs. Mais vu que la première IRM en fait c'était avéré de toute façon sans rien, il l'avait précisé, hein, d'ailleurs pas d'adénomiose, pas d'endométriose, etc. J'étais soulagée. Mais malgré tout, même dans les premiers mois, ça a quand même été quelque chose où j'étais pas sereine. Alors que mon conjoint était beaucoup plus cool, beaucoup plus confiant par rapport à ça. Même si ça avait à prendre 1 an, ça prendrait 1 an. Si ça avait à prendre plus longtemps, ça prendrait plus longtemps. Enfin voilà, il n'était pas triste en fait. Moi, on va dire que j'ai vécu la première année en ayant du coup ces problèmes-là, mais en me disant que ça pouvait aussi être psychologique parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très anxieuse et qui peut aussi me créer en fait des choses assez facilement. Donc en fait, je pouvais aussi mettre ça là-dessus et ça aurait été justifié dans le sens où ça m'est déjà arrivé de me créer des mots quand même en fait. Donc voilà. Et après, le temps passant, ça a commencé à être plus dur dans le sens où tous les mois, en plus vu que j'avais mes douleurs du coup qui apparaissaient, et il y avait cette tristesse de pas tomber enceinte, et il y avait aussi du coup cette douleur qui rajoutait. Il y a eu un moment d'incompréhension avec mon conjoint parce que moi je lui disais que je me sentais très seule à des moments. Par contre, on se le communiquait en fait. Mhm. On n'est pas resté sans communiquer, sans en parler. Je lui ai dit que je me sentais très seule. Au départ, je lui parlais de combat. Et lui, là-dessus, me disait, et je t'en avais parlé, il me disait, mais tu peux pas. On fait pas un enfant en fait en combattant et en ayant en fait ce vocabulaire-là, quoi. Donc j'en étais consciente, mais ça commençait vraiment à me peser. Beaucoup plus que pour lui. Et puis, il y avait ces douleurs qu'on ne comprenait pas non plus. Donc, en fait, forcément, des douleurs qui arrivent dès la fin de tes règles et qui t'empêchent presque pendant 10 à 12 jours d'être bien, ça aide pas non plus, en fait, dans la conception d'un enfant et même dans la vie intime d'un couple, etc. Donc, c'est Mhm. compliqué. Je dirais que lui, il l'a vécu plus sereinement. Concernant après, là, l'annonce, entre guillemets, de l'endométriose, forcément, moi, mon corps a lâché dans le sens où il comprenait enfin, où j'étais enfin entendue. Et il y a le mot ouais, légitime, ma douleur était légitime et on me disait pas c'est rien. Lui était content d'un côté au moins qu'on ait une explication et qu'on puisse avancer et avoir des solutions. Je dirais que moi voilà j'étais la première à me dire moi qui suis très dans le contrôle et pas du tout dans le lâcher prise. Moi c'était, enfin je me souviens d'une conversation où c'était mais de toute façon on mettra pas 1 an à avoir un bébé. Genre allez, dans 6 mois, c'est bouclé, ça fait déjà presque 3 ans que je suis plus sous pilule, je sais reconnaître mon ovulation, tout ça. Et ce que je te disais aussi, c'est qu'en fait, moi, j'avais dans mes croyances, parce que je pense que la société et le corps médical fait que, on te dit
depuis toujours, parce que moi je prenais la pilule depuis 10 ans à peu près. Fais attention, ne loupe pas de pilule, tu peux tomber enceinte, c'est vite arrivé, protège-toi, fais attention. Et en fait, du coup, quand on arrive au moment en fait où on veut un bébé, où moi ça fait déjà 2-3 ans que j'ai plus de pilule, je me dis mais moi ça va arriver, allez, dans 3-4 mois je suis enceinte en fait. Enfin, c'est bouclé quoi, c'est sûr. Mhm. Et du coup, je pense qu'en fait la déception, elle est encore plus grande. C'est encore pire, je trouve. On s'attend Et toutes, en fait, je pense, à tomber enceinte en claquant des doigts dès qu'on arrête, en fait, notre moyen de contraception. Et en fait, on se rend ouais. compte que on est tellement conditionné là-dedans, en fait, à se dire que, ok, ça va marcher et c'est sûr que ça va marcher, qu'on Mm. s'attend pas du tout, en fait, à ce que ça marche pas et que ça prenne du temps. Et ça, c'est difficile, je trouve. Ouais, il y a ça. Moi, je me disais en plus donc que j'avais arrêté la pilule bien avant. Ma Mhm. maman n'a jamais eu de problème pour tomber enceinte parce que ça, je m'étais un peu renseignée. Je m'étais dit, c'est vrai que possiblement, si ma maman a galéré, peut-être que moi je galérerais. Mais en fait, pas du tout. Ma mère, elle est tombée enceinte de moi et de mon frère en 2 ou 3 mois. Donc, en gros, c'était, il n'y a pas de souci gynéco. Et j'avais passé un IRM juste avant. J'étais suivie par rapport à des kystes, mais qui partaient, qui étaient absolument pas graves du tout. Donc en gros, moi je savais, j'avais checké que tout était ok au niveau gynéco, quoi. Et ma croyance aussi, c'était, pour moi, si c'était checké qu'il y avait rien, ça pouvait pas apparaître après. C'est une Mhm. croyance qui est débile en fait au final. Enfin, j'en sais rien, mais en gros, pour moi, si on essayait et que tout était ok au niveau gynéco, une maladie gynécologique pouvait pas en fait arriver après. En gros, l'adénomiose, endométriose, c'était soit tu l'avais, soit Mhm. tu l'avais pas et ça pouvait pas en fait se développer après. Alors. Donc je pense on retombe encore plus bas en fait après. C'est encore plus dur du coup de se dire bah en fait au final le deuil du parcours qu'on avait fait d'une grossesse entre guillemets facile et simple. Bah comme tu disais, de toute façon faut le faire. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs ce que tu m'as dit dans le sens où effectivement faut digérer le fait que bah ce sera pas notre vie sera différente et notre parcours pour avoir un bébé sera différent en fait. Oui, en fait, je me souviens de ce que je t'avais partagé, c'était sur le fait que il y a une sorte de deuil en fait du parcours, de la projection dans laquelle on s'était imaginé pour devenir maman et que finalement la vie nous fait voir que ben ça sera peut-être pas forcément par ce chemin-là qu'on va y arriver. Donc on a besoin en Mm. fait de faire ce deuil justement de ce qu'on avait projeté, de ce dans quoi on s'était imaginé pour pouvoir traverser déjà ce qu'on traverse et prendre un autre chemin, mais c'est compliqué, ouais. Ouais, c'est compliqué. Moi, je l'ai ressenti aussi dans le sens où justement tout ce qui est énergétique, je le travaille bah, aussi. Donc, ta lecture énergétique m'avait énormément parlé. Donc, où tu avais quand même vu plein de choses qui étaient véridiques, où j'avais vraiment ressenti, ça m'avait fait vraiment quelque chose dans mon corps, au niveau émotion, etc. Ça m'avait vachement parlé. Donc, on a quand même énormément travaillé toutes les deux et tout, sur plein de choses. J'ai compris plein de choses. Mais en fait, il y a aussi ce truc où tu te dis, bah, tu travailles, tu comprends des choses et tu essaies justement de tirer les ficelles, etc. Tu comprends. J'ai appris des secrets de famille, j'ai appris des personnes qui ont perdu des enfants où j'étais pas au courant, etc. Donc, comme on avait dit, c'est tout un parcours qui fait que j'étais obligée de passer par là pour comprendre des choses. Et comme on a dit aussi, je ne serai pas la même maman maintenant en ayant appris toutes ces choses-là, tous ces secrets, toutes ces choses qui se sont libérées grâce à nos séances, que si bah, ça avait marché tout de suite. Donc ça, j'en suis consciente, mais c'est vrai que c'est... Voilà, on se dit qu'on fait beaucoup de choses en fait pour que ça marche et pour l'instant, ça marche pas. Par rapport à ce que tu dis concernant la lecture énergétique, justement, est-ce que tu veux nous partager quel a été pour toi le processus qui t'a amené justement à vouloir faire ce travail sur toi? Comment ça s'est passé pour toi? Alors après, moi je suis quand même quelqu'un qui travaille tout ce qui est énergétique, etc. depuis plusieurs années. Je dirais que ça fait facilement 6-7 ans que j'avais été voir déjà une énergéticienne, que j'essayais de comprendre des choses, que je croyais totalement à tout ce qui était mémoire transgénérationnelle, etc. Je travaillais déjà avec des personnes et je suis tombée sur ton compte. Je sais plus du tout comment, mais je suis tombée sur ton compte. Ça m'a beaucoup parlé et du coup ça m'a donné envie justement de faire une lecture. C'était où on envoyait justement une photo et tu analysais en fait des choses. Et franchement je me suis dit je tente parce que j'ai envie de comprendre des choses parce qu'on était déjà je crois bah ouais à presque un an en fait d'essai et Mhm. je voyais que ça marchait pas Mhm. et je sais
pas, est-ce que ça m'a attirée? Parce que j'aurais aussi très bien pu continuer, avec les personnes que je connaissais déjà, j'en sais rien. Mais du coup, tu proposais autre chose et c'était vraiment axé sur la maternité. Donc en fait, je me suis dit, les autres personnes que je voyais, c'était pas spécialement, leur domaine de prédilection non plus. Et en fait, la lecture, elle m'a tellement parlé et ça m'a tellement, je me souviens, j'étais au travail, je me souviens du moment où j'ai lu en fait la lecture quand même, enfin, ça m'a scié en fait, au moment où j'ai lu ça et je me suis dit, mais ça me parle tellement, c'est tellement fort et tout, et c'est tellement vrai, hein, surtout parce qu'il y avait quand même déjà des choses que moi j'avais, que je savais, et du coup c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite en fait faire une séance avec toi pour essayer de comprendre des choses. Alors après c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble, à un moment j'étais un peu, faut que je fasse des séances en fait pour libérer, pour tomber enceinte. En fait j'étais vraiment dans ce truc-là, et en fait on avait eu une conversation toutes les deux où tu m'avais dit, c'est pas le nombre de séances qui compte, c'est pas parce que tu vas faire 5, 10, 15 séances en fait d'un coup que tu tomberas enceinte comme ça. C'était aussi tout le processus de après la séance, ce qui se passe, ce que ton corps y comprend, ce que ton cerveau comprend, etc. Et tout ce qu'il faut poser en fait aussi pour comprendre et pour se rendre compte de choses, quoi. Pour laisser le temps justement au corps d'assimiler en fait la chose, quoi. Et il y a aussi, tu sais, Voilà. une espèce de dualité qui se crée dans le sens où, ben, c'est comme s'il y avait deux vitesses. La vitesse de ton mental qui veut aller vite, du coup, parce que, ben, c'est ce que tu as envie, mais aussi la vitesse de Ouais. ton corps. Et du coup, dans ce que tu disais par rapport au fait, c'est pas le nombre de séances qui va faire que ça va arriver plus vite, mais plutôt, il faut vraiment prendre le temps déjà de se sentir prête pour aller faire ce travail-là. Et aussi, comme tu le disais, d'intégrer justement, de prendre le temps d'intégrer le travail qui est fait entre chaque séance pour éviter de faire beaucoup de séances, mais plutôt aller sur la qualité, quoi. Ouais. Mais tu m'avais aussi demandé de dessiner ma fertilité, et ça c'est quelque chose où ça, en fait, le dessin prend. En fait, on voit rien que, ouais, sur un dessin, on voit en fait le travail d'une séance, parce que bah tu maîtrises pas, hein. Moi, clairement, je dessine comme ça, et voilà, je réfléchis pas en dessinant. Tu sais, donc au départ, je dessinais au crayon de bois, je me souviens, tout était gris, mais je m'étais même pas posé la question en fait, couleur ou crayon de bois. Enfin voilà, c'était venu comme ça, je prends un crayon de bois, je dessine. On voyait effectivement une femme, moi je la voyais pas forcément triste au départ, et en fait, c'est en dessinant, je la voyais pas triste, mais en fait, c'est après, en ayant fait en prenant la photo, en te l'envoyant, en refaisant un peu le point, je me suis dit, ouais, elle fait quand même un peu triste, en train de pleurer ou en deuil, enfin un peu, voilà. Enfin bref, le dessin en tout cas faisait montrer en tout cas une femme triste, qui était pas bien, clairement. Et on a fait du coup une séance. Tu m'avais demandé de refaire le même exercice, je sais pas, une semaine, 15 jours après, je sais plus. Mm. Et là, tout de suite, déjà, j'avais envie de dessiner en couleur. Mais c'est pareil, je m'étais laissée, en fait, aller. J'avais dessiné en couleur, j'avais dessiné mon conjoint à côté de moi, avec notre famille, comme dans un halo de lumière et tout. Et je m'étais dit, waouh, sans réfléchir, en pensant à la même chose qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, bah, tout a changé, en fait, grâce à une séance aussi, quoi. Donc, ça avait pas mal, ça avait bien libéré, en fait, comme ça. On n'a pas forcément conscience de tout ce qui change, en fait, je trouve, en une séance comme ça. Et du coup, par rapport justement, donc tu nous as parlé de ton parcours médical concernant ce que tu as découvert et tout ça. Est-ce que tu veux nous partager justement le parcours que tu as fait à côté pour travailler au niveau émotionnel et psychologique sur les causes peut-être qui ont poussé ces maladies-là à venir au moment justement où tu souhaitais devenir maman? Est-ce que tu veux partager ce que tu as Ouais. découvert sur toi? Donc, ce qu'on avait vu en lecture énergétique, c'était, ce qui était ressorti en tout cas le plus, c'était ce côté où tu voyais en fait mon âme avec un enfant en fait qui courait autour, un petit garçon qui courait autour. Et moi, ça m'avait marqué parce que je savais qu'il y avait une âme qui n'avait pas forcément été reconnue en fait dans la famille. Je savais que ma grand-mère avait perdu un petit frère dans un accident. On savait qu'il était petit, mais on savait pas non plus trop son âge. Je m'étais renseignée auprès des archives de la mairie, etc., pour avoir des renseignements. Il n'y a jamais rien eu en fait dessus. Donc moi c'est vrai que ça m'avait parlé dans ce sens-là. Bon après il y avait aussi du côté en fait maternel où il y avait des choses, du côté paternel où il y avait des choses aussi qui étaient un peu imbriquées avec mon arrière-grand-mère, etc. Des histoires un peu de perte quand même d'enfants qui ressortaient, pas mal du côté de ma maman aussi, sachant qu'il y avait quand même pas mal de secrets, de famille, de ce côté-là, sachant qu'elle a subi du coup une agression sexuelle quand elle était enfant. Et on voyait que ça s'était répété sur moi parce que moi aussi j'en ai vécu une. Et c'est vrai que du coup on m'avait quand même pas mal libérée de ce côté-là, parce que moi je me sentais aussi pas épanouie à 100% dans la vie intime également.
Donc ça, je me souviens qu'on avait pas mal travaillé là-dessus. On a vu aussi du côté de mon père, donc ma grand-mère ayant perdu du coup un petit frère. On a vu alors qu'une de mes ancêtres, je saurais pas qui, mais une de mes ancêtres avait été tombée enceinte et qu'on l'avait en fait reniée complètement, qu'on l'avait envoyée en fait accoucher loin pour que la famille ne soit pas au courant et que l'enfant était décédé. Il me semble que c'était ça. Enfin, il y avait encore en fait une histoire, en tout cas qu'au niveau de la maternité, D'enfants c'était décédés, pas bien oui. passé, hein. Voilà, d'enfants décédés. Donc on voyait au final que ça s'imbriquait. L'ancêtre avait vécu ça avec un enfant, plus c'était rejeté par sa famille, que ma grand-mère, enfin que mon arrière-grand-mère avait perdu du coup un enfant, ma grand-mère avait perdu du coup un frère. Moi, je te parlais aussi que j'avais eu après une séance de micro-kiné la sensation effectivement que j'avais eu un jumeau mort en fait in utero, donc dans le ventre de ma maman. D'où en fait mon grand manque ma grande peur en fait de l'abandon. Donc ça c'est, je pense, un des trucs que j'ai voulu le plus travailler parce que je le ressentais vachement, dans mon couple, même en général dans ma vie, hein, avoir toujours besoin d'être avec quelqu'un ou d'avoir l'approbation de quelqu'un pour faire les choses, de pas me sentir légitime, etc. Donc ça on l'a pas mal travaillé toutes les deux après que je t'ai parlé de ça. Et alors ça a été une des plus belles séances, je crois, parce que c'est vrai que enfin voilà, tu m'as fait visualiser des choses. J'ai vu effectivement le jumeau du coup que j'avais eu et le manque en fait et la peur de l'abandon que j'ai eu en fait in utero en fait directement. C'est un sentiment en fait que j'ai presque eu toute ma vie, qui s'est libéré, où j'ai pu du coup parler à ce jumeau, où j'ai pu du coup me libérer de plein de choses et j'ai vraiment ressenti après ce soin une paix, une lumière, enfin des choses en tout cas pour me rassurer et qui me faisait me sentir en tout cas beaucoup mieux, même dans ma vie de tous les jours, en fait, après ce soin-là. Et toi, tu m'avais dit aussi, effectivement, est-ce que tu te rends compte que du coup, presque chaque mère, enfin, chaque femme ont perdu soit du coup un frère, soit ont perdu un enfant dans ma famille, en fait, au final. Dans chaque strate de génération, du coup, il y Ouais, avait une perte d'enfants au oui, moins. oui. Ça, c'est vrai que, en fait, si j'avais pas fait ces séances-là, si j'avais pas cherché en fait ça se serait jamais, enfin je l'aurais jamais su. Mhm. Parce que encore il y a pas si longtemps, j'ai appris du coup en expliquant en fait ce qui m'arrivait en ce moment, le diagnostic de l'endométriose, etc. J'ai appris du coup qu'une personne de ma famille très proche de moi avait l'endométriose aussi et avait perdu un bébé alors que je l'avais absolument pas su en fait avant. Donc voilà en fait comme tu dis, chaque génération en fait il y a une perte d'enfant, un lien avec la maternité difficile, des souffrances aussi parce que ma maman elle par exemple c'est comme on a dit du coup possiblement même si elle n'a pas connaissance de ça vu que c'est arrivé avant l'échographie et que moi c'est un ressenti mais qu'on n'a pas de preuve en fait non plus hein, clairement mais c'est vraiment un de mes ressentis là-dessus que elle aurait quand même perdu en fait un bébé in utero aussi. Elle a quand même très mal vécu l'accouchement. Il y a quand même le deuil de son père qui n'était pas fait, qui est revenu en postpartum, donc elle a fait une dépression postpartum. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont revenues là-dedans, quoi. Donc, Et tu sais, donc c'est pas lourd. tu parles de preuves. Moi, je pense que la seule preuve, en fait, qui peut te dire que, effectivement, t'as perdu un jumeau, c'est tout simplement la séance qu'on a faite ensemble sur ça, justement, sur cette thématique. Mm, Parce mm. que, c'était ce que tu as ressenti pendant cette séance et ce que tu as vu, tu l'as pas imaginé, tu vois. Il y avait vraiment des Ouais, choses, en fait, qui étaient ouais. inscrites dans le corps. Ah ouais, puis j'ai pleuré. Enfin, je voyais que je lâchais, qu'il y avait des choses où ça venait vraiment du corps, enfin voilà, vraiment profondément dans les tripes en fait, qui lâchaient aussi. Donc c'était très émouvant et très fort. Et est-ce que tu veux nous partager du coup ce que tu te souviens que tu as appris à travers cette séance? Je me souviens qu'on avait parlé des peurs du coup que ça pouvait venir créer dans ton devenir de maman, toi, cette expérience. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu veux nous partager aussi? Oui, en fait, on avait vu, enfin, moi, ça m'était remonté. Alors, je crois que c'était avant cette séance que j'avais cru comprendre ça. Enfin, parce que c'était pas que un travail, en fait, au final, où on se voyait en séance, hein, comme je l'avais déjà dit. Moi, je pouvais tout le temps, de toute façon, t'envoyer des messages. Tu me répondais tout le temps. Et quand j'avais vraiment besoin, de toute façon, t'étais toujours là, en fait, en vocal à me répondre, etc. Et c'est vrai que du coup, je crois que j'avais compris avant un petit peu cette séance et plus après forcément que en gros une des peurs qui était en lien avec ce fameux jumeau, c'était ce côté en étant enceinte, moi ma grande peur c'était de perdre en fait cet enfant.
Mhm. de faire une fausse couche, d'apprendre qu'il y a une maladie ou autre, et que du coup, je perde cet enfant. Et en fait, ça venait bah aussi de cette peur d'abandon de toute façon, plus, parce que ça avait un impact sur mon couple, cette peur d'abandon. Mais au final, je me disais en fait peut-être que je me protège aussi, enfin c'était même pas peut-être, c'était sûr, que je me protégeais en fait aussi de pas tomber enceinte pour qu'il se passe rien. Si je tombais pas enceinte, bah du coup il pouvait rien arriver à cet enfant vu que j'étais pas enceinte. Donc en fait c'était une sorte de protection en fait aussi pour ma peur était trop importante en fait justement là-dessus, et prenait le pas en fait sur l'envie et le désir d'avoir un bébé quoi. Mais ça je l'ai appris vraiment oui tardivement avec cette séance là, ça c'est sûr. Et ça aussi, c'est pas évident, je trouve, de se dire, tu vois, que consciemment, ben, forcément, on se dit qu'on est dans ce projet d'enfant, donc consciemment, on désire, du coup, devenir maman et avoir cet enfant. Mais c'est pas évident, je trouve, aussi, de se dire que, à l'intérieur, inconsciemment, il y a aussi une partie de nous qui a peur d'aller dans cette voie-là et qui, du coup, peut-être nous retient et nous freine dans ce projet-là. Bah oui, oui, c'est clair, parce que du coup, tu te dis, en fait, je désire quelque chose plus que tout, mais en fait, au final, le corps me montre l'inverse, parce que du coup, avec toutes les douleurs, moi, clairement, que je me suis créée ou qui se sont créées, en fait, parce que mon corps me parlait, que j'ai pas forcément écouté directement. Et en fait, voilà, quand, de toute façon, c'est bien connu, le corps te parle, et là, moi, je peux que le voir qu'effectivement, ça m'a fait comprendre plein de choses et ça m'a fait avoir un processus que j'aurais jamais eu si j'étais tombée enceinte directement, et du coup j'aurais jamais compris tout ce que j'ai compris, et je serais une maman différente de la maman que j'aurais été si j'avais pas eu ce parcours-là, c'est clair et net. Je pense que mon enfant aurait porté plein de choses, plein de mémoires, plein de croyances, et je dis pas qu'il portera pas parce que forcément il en portera, mais il portera pas tout le bagage que moi j'avais, et je pense que j'avais un rôle de bah, pour couper en fait aussi les liens, pour comprendre des choses, pour que cet enfant il arrive dans un monde plus sain et avec une maman en tout cas plus sereine sur plein de choses et qui a compris des choses. Mais c'est sûr que c'est compliqué après comme processus. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris grâce, entre guillemets, à ce parcours d'infertilité sur toi-même ou sur la vie en général? Est-ce qu'il y a des leçons que tu as apprises grâce à ce parcours que tu n'aurais peut-être pas apprises si ça avait marché du premier coup, on va dire? Je me disais encore l'autre jour que à un moment, on va dire dans les essais, on va dire dans la première année en fait où on essayait, où du coup officiellement j'avais pas encore de maladie, où j'avais du coup quand même des douleurs etc. mais qui n'étaient pas voilà avérées non plus. Je passais l'envie d'avoir un bébé avant mon couple, et comme on a pu en discuter avec mon conjoint, je nous ai oubliés. Je me suis oubliée, je l'ai oublié, je nous ai oubliés au détriment du coup de pour cet enfant. Donc ça déjà, même notre couple de toute façon n'aurait peut-être pas survécu dans le sens où peut-être qu'on aurait eu un enfant rapidement, mais que vu que j'avais pas forcément compris ça, j'aurais tout de suite mis en fait cet enfant directement au. Alors, je dis pas qu'il faut pas le mettre au centre, attention, mais j'aurais pas en fait fait la part des choses et l'équilibre entre notre vie de couple, entre voilà le fait de prendre soin quand même de notre relation avec mon conjoint et ce bébé. Donc ça, c'est clair que ça m'est venu, mais bah, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Je dirais, il y a peut-être 6 mois à peu près, qu'au final, ouais, non, même moins que ça, parce qu'on a eu quand même une grosse conversation il y a quelques semaines, donc ouais, je dirais, il y a ouais, 3 mois peut-être, maintenant, voire moins. On s'oubliait, que je l'oubliais par rapport à ce désir de grossesse, et que c'était ce qu'il fallait pas faire, déjà. Donc je pense que je me serais pris un mur, en fait, par rapport à ça, et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas compris, en fait, si j'avais pas eu ça. Bah, comme je dis, après, il y a beaucoup de bagages et de choses, de secrets que j'ai su grâce à ce parcours-là, que de toute façon, j'aurais jamais su si j'avais pas eu tous ces problèmes-là. J'ai quand même aussi permis à ma maman aussi de se libérer de certaines choses, de secrets qu'elle portait, de choses que personne ne savait grâce à ça. Parce que du coup, elle croit également en toutes ces choses-là. Et elle a pris aussi parti de dire bah de toute façon il faut que je libère les choses, il faut que je libère la parole, il faut que je parle, parce que si je le fais pas, ça restera encore un secret qui pourrit, même si moi j'étais au courant et qu'elle me l'a appris pendant moi mon parcours, grâce à mes questions et grâce aux choses en fait que j'ai compris, et où du coup j'ai un peu essayé de tirer pareil un peu les vers du nez. Pareil, si j'avais pas vécu tout ça, je lui aurais jamais posé la question, et du coup, ça se serait jamais libéré en fait comme ça s'est libéré aussi. Donc j'ai la sensation quand même de libérer aussi
personne aussi autre que moi là-dedans. Parce que rien que le fait de libérer la parole et de dévoiler des secrets, des choses qui se seraient jamais sues, je trouve ça super beau aussi. Donc je dirais oui, les grosses choses comme ça où je suis contente vraiment d'avoir un peu libéré et de plus porter en fait ces poids-là, ou en tout cas peut-être plus ne pas les porter, ne plus les porter parce que c'est quelque chose enfin ça efface pas ce qu'on a Mhm. vécu et ce que mes ancêtres ont vécu aussi, mais je dirais qu'on le voit différemment parce que du coup c'est plus des non-dits en fait. Ça pourrit plus en fait comme ça et ça libère. Et je sais très bien que mon corps a libéré des mémoires, des croyances, etc. que j'aurais jamais libérées. Et vraiment la vie de couple avec mon conjoint où je nous ai recentrés et je nous ai remis vraiment en priorité quoi. Parce que ça, c'est vrai que je me suis dit, c'est bien beau d'avoir un bébé, mais en fait, si on prend pas soin du couple qui crée cet enfant, ça vaut pas grand-chose, quoi. Et toi, en tant que femme, du coup, est-ce que ça a changé des choses pour toi personnellement? Ça m'a aidé à prendre confiance. Enfin, j'étais quand même quelqu'un qui avait pas beaucoup confiance en elle. Alors, je dirais pas que du jour au lendemain, tu confiance en toi, mais je dirais qu'il y a des choses, des mécanismes, des façons de faire, des façons de réfléchir, etc. Où avant, j'aurais eu certaines réactions et où là, je vois que je m'assume plus, que j'ai quand même plus confiance en moi dans certaines choses. Alors après, voilà, hein, c'est un peu les montagnes russes à des moments. Il y a des moments où je vais me sentir beaucoup plus confiante et puis il y a des moments où ça va revenir un petit peu comme avant. Mais globalement, je sais que ma façon de réfléchir et même des fois un peu le mental, les petites pensées parasites que j'avais avant n'ont plus le même impact en fait sur moi maintenant. Mhm. Donc je dirais que j'ai quand même plus confiance en moi, plus confiance en mon couple aussi parce que ça, j'en ai pas Mhm. trop parlé, mais c'est vrai que je pense enfin c'est même pas je pense, je suis sûre qu'on est beaucoup plus fort maintenant qu'il y a presque 2 ans. Parce que clairement, on aurait aimé, oui, que ça se passe différemment, mais que ça nous a aussi renforcés, parce que la douleur, les épreuves, la tristesse, les questionnements, etc. En fait, c'est aussi une épreuve et tu te dis aussi, en fait, il faut quand même qu'on soit sûr de nous, qu'on veuille vraiment un bébé tous les deux, qu'on veuille vraiment se dire, voilà, c'est avec toi que je le veux cet enfant et que ça prenne 1 an, 6 mois, 5 ans ou voilà, en fait c'est avec toi que je le veux et avec personne d'autre. Parce qu'il y a quand même eu des questions, des conversations là-dedans, Mhm. surtout là maintenant aussi, mais où c'est bon il y a peut-être qu'il faudra qu'on passe par la PMA. Bon après voilà, moi j'ai certaines croyances que je voulais pas forcément qu'on passe directement dans des protocoles lourds parce que j'ai la croyance justement et je sais que tu l'as aussi que je veux pas forcer les choses et que le corps fera bien les choses au moment où il en Mhm. aura envie et où ça sera ok. Que de toute façon maintenant il faut régler la douleur et cette foutue endométriose avant. Ça nous a quand même voilà emmené à des questions qu'on n'aurait jamais eues avant. C'est voilà donc la PMA, est-ce que t'es pour, t'es contre, c'est quand même Mhm. du coup des rendez-vous médicaux, même le spermogramme, enfin, par exemple, moi, c'était quand même difficile pour lui. Enfin, Ouais. c'est pas un truc où on arrive et où c'est, voilà, hein, pour eux, enfin, je trouve plus pour eux que pour nous, parce que nous, en fait, on est tellement habitués aux rendez-vous médicaux, Mhm. voilà, quoi. Alors que eux, ouais, tu t'arrives, t'es dans le centre où tu sais que c'est, comme il m'a dit, en fait, tu sais que c'est un endroit où tu croises le regard d'autres gars, ou même de couples, tu sais que soit tu viens pour de la PMA, soit tu viens parce que justement, t'as des tests à faire et parce que c'est pas ouf, enfin, que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Il fait, je pense que oui, tu ravales un peu ta fierté aussi, puis tu te dis, voilà, enfin, c'est pas forcément facile à faire comme examen. Donc c'est pareil, moi je Mhm. connais aussi des couples où l'homme n'a pas voulu faire cet examen-là. Je connais aussi, et ça je l'ai su du coup avec ma tante, où au final son mari a quand même sur le parking en fait de l'hôpital lui a dit au dernier moment, en fait je veux pas, je veux pas le faire. Donc en fait ne pas se sentir soutenu non plus là-dedans, alors que nous du coup on a quand même eu cette conversation, concrètement t'es pour, t'es contre, est-ce que ça te pose problème, est-ce que machin, et évidemment que ça posait pas de problème, mais pour le coup je voulais quand même que qu'on ait cette conversation de est-ce qu'on est Mhm. d'accord, on se lance en fait sur ce truc-là tous les deux ou pas. J'ai même à un moment je lui ai dit peut-être qu'il y aura aussi, enfin j'espère être enceinte un jour, mais je me dis aussi, si on n'y arrive pas pour certaines raisons, est-ce que l'adoption, c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire pour toi ou quoi? Bon, après, c'est encore d'autres choses, mais on sait qu'on est ensemble, en fait, sur ce truc-là et qu'on n'est pas
l'un contre l'autre, parce qu'à un moment donné, quand même, quand moi j'avais mes douleurs, que lui comprenait pas forcément, et que je me sentais pas soutenue, et que je me sentais, enfin pas soutenue, c'était pas soutenue, c'était je me sentais seule, et disons que lui essayait de me soutenir, mais je pense qu'il savait pas forcément comment faire. Mhm. Et c'est ça aussi, parce qu'on est tellement différents entre hommes et femmes que du coup, lui me soutenait d'une certaine manière et moi, c'était pas forcément ça dont j'avais besoin. Des fois, j'avais juste besoin, bah, comme on en avait déjà discuté ensemble, que je lui dise les choses, même s'il me trouvait pas de solution, en fait, juste en fait le D'être fait d'être écouté, ouais. entendu, ouais, Mhm. d'être entendu, écouté, légitime par rapport à ça, et bah il était là et c'était important. Donc je dirais que ouais, ça, c'est quand même une épreuve dans le couple aussi. Mhm. Et puis, bah voilà, aussi le fameux truc de on fait pour faire. Ça a quand même été aussi un truc où on n'était pas d'accord tous les deux, où moi j'étais carrément partie dans le il faut faire à chaque fois que j'ovule, il faut ci, il faut ça, et ça a été des petites engueulades quand même, quoi. Des incompréhensions aussi, et où maintenant je sais que c'était lui qui avait raison et où il fallait plus lâcher prise. Mais c'est tellement difficile à faire, facile à dire, difficile à faire, et ça C'est pas fait. évident, ouais, de savoir trouver Ouais, un peu l'équilibre dans tout ça. ouais, parce que bah, comme voilà, comme j'avais lu aussi dans une newsletter que tu avais envoyée, la gynéco te dit bah faut quand même calculer votre ovulation, il faut quand même essayer de le faire tous les 2 jours ou 3 jours pendant l'ovulation, mais il faut aussi lâcher prise. Ouais, ok, bah moi perso j'arrive pas, enfin je veux dire c'est soit je lâche prise, j'y pense pas, et ça c'est très difficile parce que malgré tout tu sais que la période elle arrive et tu te dis, en plus avec les douleurs, bah allez, j'ai pas envie de revivre en fait un mois avec des douleurs et à être là Mhm. à pas être bien et à prendre censé des anti-inflammatoires quoi clairement, et la tristesse du fait bah voilà que ça prenne pas, donc t'essaies de te donner tous les moyens bah voilà possibles. Mais lui était aussi en train de dire enfin clairement moi je suis pas un sextoy en fait, donc bah voilà, enfin j'ai pas envie de faire pour faire et je suis pas programmée non plus pour, et il Mhm. faut aussi que ça soit naturel. Et ça c'est une épreuve aussi parce que du coup tu vis plus ça de la même manière qu'avant. Et ça, moi, au final, on en a souffert aussi, ça, tous les deux, clairement. Ça a été aussi une conversation, plusieurs conversations qu'on a eues, parce qu'on en parlait, et au final, bah, ça reprenait un peu le dessus, l'envie reprenait le dessus aussi de se dire, bon, bah, l'envie d'un bébé, et justement, bah, le fait de plus avoir mal aussi, reprennent le dessus, et même si c'est pas très naturel, et bah, allez, on y va quand même, alors qu'au final, ça met aussi à rude épreuve le couple, Mhm. quand même. Je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que pour toi, du coup, faire ce parcours-là de travail sur toi et sur ce que tu vivais, ça t'a permis de prendre confiance en toi, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui vivent ce parcours-là, se sentir incapables d'être enceintes et de ne donner la vie. Justement, ça a détruit la confiance qu'elles avaient en elles, tu vois. Oui, après, il y a certaines phrases, en fait, moi, que je me disais, mais en fait, ça venait sans réfléchir. Mais par exemple, on mérite pas. On n'y arrive pas parce qu'on mérite pas. Même le mot on n'y arrive pas, c'est Mm. horrible parce que c'est pas. Il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas. Enfin, en fait, au final, quand tu y réfléchis, c'est horrible de dire ça parce que c'est pas une compète et parce que c'est pas un truc où tu te dis t'es performant, t'es pas performant. Enfin, c'est. Et en fait, Mhm. ça. Tu en viens à avoir des phrases comme ça. Je les ai pas toutes en tête, mais où c'est vachement blessant en fait. Et moi je me disais mais peut-être qu'on n'y arrive pas parce que bah on doit pas avoir d'enfants tous les deux, parce qu'on n'est pas compatibles, parce que on sera pas des bons parents. Quand on voit là, j'ai vu encore c'était une interview ou je ne sais quoi d'un couple de télé-réalité où clairement la nana elle disait, enfin elle était tombée enceinte 3 fois en un an et qu'elle avait avorté à chaque fois parce qu'il y avait des émissions de télé et que du coup c'était pas le moment. Et toi tu te Ok. dis enfin, en fait c'est des choses comme ça où en fait tu te rends compte que tout, ouais, ça c'est horrible aussi que tu regardes ton téléphone, que tu ouvres une interview, que tu regardes la télé, même que tu écoutes la radio, que tu vois une pub sur un panneau publicitaire ou quoi, tout ce qui est lié en fait aux enfants peut te faire du mal en fait au final. Mm. Parce que du coup, c'est quelque chose où c'est vraiment à fleur, enfin moi je suis à fleur de peau quand même sur des choses, et où un rien en fait peut te mettre dans des états bah, pas cool, parce que du coup bah, tu te dis pourquoi moi ça marche pas et pourquoi eux qui ne voulaient pas, bah, ça a marché directement, pourquoi eux qui ne font pas forcément attention ou qui ne sont pas prêts à avoir un bébé, bah, ils avortent 3 fois alors que toi t'aurais aimé ne serait-ce que tomber enceinte une fois et que ça se passe bien en fait. Ça c'est un sentiment d'injustice qui est quand même difficile des fois à gérer en fait. Il y a un sentiment aussi d'inégalité dans la Ouais. chose, ouais. Et après, ça, c'est quelque chose où toutes les femmes vont pas forcément réagir comme ça.
ou ça va arriver petit à petit, ou même pas arriver du tout parce que elles vont pas du tout être comme ça. Mais moi, c'est vrai que ça a quand même été assez tôt. C'est arrivé assez tôt. Peut-être encore une fois que j'avais la croyance et que je savais en fait que ça allait prendre du temps. Je sais pas. Puis après, il faut affronter aussi les amis qui tombent enceintes. Ou la famille. Et moi qui travaille auprès des enfants, autant des fois c'est cool parce que tes enfants ça te fait oublier tout et du coup ça te permet de voilà, quand t'es à fond avec eux, faut que tu sois à fond et que tu penses pas à autre chose. Mais des fois tu te dis si j'étais tombée enceinte tout de suite, il aurait tel âge. Tu vois des mamans enceintes, tu vois enfin voilà, tu vois tout le temps des enfants en fait autour de toi quoi. C'est pas forcément simple non plus à gérer. Après, chaque personne est différente et va le vivre différemment, mais ouais. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, tu es la Aurore de... On est en novembre 2024. 2024. Ouais. Si tu pouvais donner un message à la Aurore qui s'apprête à se lancer dans les essais bébés, qu'est-ce que tu lui dirais avec ta sagesse d'aujourd'hui? Bon courage. Non, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait emmené à savoir tout ça et à vivre une telle aventure. Ouais, je dirais quand même bon courage parce que j'en chie encore, clairement. C'est pas très joli comme mot, mais c'est le mot qui me vient. Qu'il faut rester bien accroché. Je dirais que j'aurais aimé ne pas avoir la croyance que c'était si facile. Ouais. Parce que pour moi, quand tu voulais tomber enceinte, encore une fois, et que tu n'avais pas de soucis gynécologiques, forcément, dans les mois qui arrivaient, c'était bon. Et je pense que peut-être plus sensibiliser là-dessus, peut-être pas forcément avoir le même discours que moi, mon médecin a eu, en fait, à des moments du style, faut faire vraiment attention parce que tu peux... Alors oui, il y a des femmes qui tombent enceintes directement, et effectivement, faire attention, mais peut-être que ce soit pas forcément une croyance que tout de suite, ça arrive, que si tout va bien, tu peux pas avoir de problème gynéco, en fait, qui arrive après. J'aurais bien aimé savoir un peu plus ça. Donc ouais, je dirais accroche-toi bien parce que pour le coup ça va secouer. Qu'après je regrette quand même absolument pas parce que je me dis de toute façon ça devait se passer comme ça et il y a des raisons et c'est que tout est juste et ça doit se passer comme ça. Après je me rends compte que du coup j'aurais été une maman totalement différente, trop jeune, trop pas avec les connaissances que je connais maintenant. Tu dirais que ça t'a Et aidé à oui, devenir plus mature? ah oui, parce que c'est horrible de dire ça, mais en fait, malgré tout, dans le, dans la douleur et dans les questionnements que j'ai eus, dans le parcours que j'ai eu, j'ai eu quand même plein de réponses à plein de questions. Sauf que justement, à l'époque, j'avais peut-être pas forcément conscience des questions en fait que j'avais. En fait, c'était Ok. dans mon corps, mais en fait, j'en avais pas conscience réellement. Mon cerveau avait pas conscience que je me posais ces questions-là. Et au final, il y a eu plein de réponses. Je sais très bien que l'enfant que j'accueillerai sera totalement, comme je disais, différent. Parce que moi, je suis différente de la personne que j'étais avant. Pas sans être heurtée non plus et pas sans difficulté, mais En douleur, ouais. forcément, ça forge aussi. Ça forge et voilà, après je dirais que tant que je suis pas enceinte, même si j'aime pas dire le combat, mais en tout cas le parcours est pas voilà, la boucle est pas bouclée quoi. Voilà, donc après on verra ce qu'il en est, mais c'est sûr que je dirais que j'avais pas conscience de toutes les épreuves que pouvait en fait vivre une femme justement qui est en attente d'un bébé. Encore une fois, pour moi, s'il n'y avait pas de maladie gynécologique, on tombait enceinte très facilement. Et pour moi, c'était même pas. Enfin, c'était t'as envie d'avoir un bébé, tu l'as. En fait, dans l'année, tu l'as, quoi. Dans En fait, tu l'année, en dirais tout cas, t'es que enceinte. tu dirais du coup que la société où on nous transmet cette croyance que la fertilité c'est quelque chose d'acquis du coup. Ah oui. Enfin, moi, en tout cas, à l'âge que j'avais quand on a commencé, etc., donc à 26 ans. Après, c'est aussi parce que j'avais pas forcément dans mon entourage connaissance des personnes qui avaient eu, du coup, des soucis. Parce qu'on se tait, parce Ouais, qu'on c'est ne dit ça. pas. Mm. Après, j'ai aussi des personnes de mon entourage qui sont tombées enceintes très rapidement, et voilà. Mais c'est vrai que on n'en parle pas, on ne dit pas. Moi, j'ai toujours dit aussi qu'on parlait vachement du postpartum et de l'ouragan un peu qui est un enfant en fait qui arrive dans une vie. Mais je trouve qu'on parle pas assez de l'avant, même quand il n'y a pas des grosses difficultés, mais tout Mhm. simplement d'une attente qui est supérieure à 7 mois, un an. Moi, je sais que déjà, à 6 7 mois,
d'attente, je me posais des questions et je trouvais qu'on n'avait pas forcément assez de réponses en fait à ce moment-là. Bon, finalement, ça fait beaucoup plus longtemps, mais je trouve qu'on soutient pas assez les femmes en fait dans ce parcours-là, dans ce questionnement-là. On dit oh allez, en moyenne c'est 7 mois, 1 an, point barre. Mais en fait, on te dit pas que c'est normal d'appréhender, de se poser des questions, de pleurer chaque mois parce que du coup t'as tes règles. Enfin, en fait, c'est un moment un peu qu'on laisse en fait en suspens parce qu'on oublie en fait une fois qu'on est enceinte et en gros ça passe outre. Sauf que les personnes qui sont vraiment dans cette situation-là et qui le vivent pas bien, je trouve qu'elles sont pas forcément bien entourées et justement que c'est des personnes comme toi ou qui vont aider, etc. dans ce processus-là, on en manque en fait. On n'en parle pas assez quoi de ce En moment-là. fait, c'est un peu comme tout ce qui est douloureux dans la société. En fait, on le nie parce qu'on sait pas du coup Mm. comment l'accompagner, quoi. Oui, oui, c'est clair. C'est un peu, bah voilà, aussi un peu comme moi mes douleurs, où au final c'est, bah en fait on n'a pas trop d'explication, donc en fait vaut mieux, on vous laisse en fait vivre comme ça, vous Mm. vous débrouillez, puis entre guillemets, enfin voilà, vous revenez nous voir si ça va pas, mais en fait on n'a pas forcément cherché à, voilà. On Ah te ouais, lâche dans la c'est, nature et ciao, quoi. ah oui, ouais, et c'est d'ailleurs pour ça que effectivement quand j'ai été diagnostiquée l'endométriose, bon bah déjà forcément j'ai pleuré parce que j'avais au moins un nom en fait sur ma douleur. Mais quand quand la radiologue est venue et m'a dit bah, vous avez quand même de l'endométriose ici, 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 j'ai fait ah ouf, il y a que ça, c'est pas plus grave. Et elle m'a dit mais enfin c'est déjà beaucoup, vous devez énormément souffrir. Mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on te Mm. laisse errer toute seule et qu'on te dit c'est pas grave, qu'on te dit alors moi on me l'a pas tellement dit, mais je sais qu'il y en a beaucoup de femmes où c'est mais c'est dans votre tête. Ah mais faut tomber enceinte, faut réussir à tomber enceinte en te rigolant au nez et en te disant de toute façon on peut rien pour vous à part vous retirer l'utérus ou vous mettre sous pilule. Donc en fait concrètement si je veux un bébé vous n'avez pas de solution à me donner. Ok. Euh, Bah en fait on te laisse en fait clairement, moi pendant 1 an à peu près on m'a clairement laissé en ayant mal, en n'ayant pas de réponse, en me proposant pas d'examen supplémentaire. Parce que ça on me l'a redit derrière à mon médecin traitant que j'ai changé aussi, parce que du coup j'ai changé quand même pas mal d'entourage en fait au niveau médecin parce que ça m'avait pas plu en fait la façon dont on m'avait parlé, la façon dont on avait pris en charge en fait, donc Mhm. j'ai tout changé. Voilà, on m'avait clairement dit, enfin que là j'ai appris en novembre des choses, mais que si la gynéco en fait de mars par exemple m'avait proposé un IRM sachant qu'elle ne comprenait pas non plus les douleurs que j'avais, peut-être que Mhm. l'endométriose aurait été diagnostiquée plus tôt. Donc il me dit de toute façon c'est pas une échographie en fait qui verra tout ça, et c'était une spécialiste de l'endométriose quand même. Ok. Donc si une spécialiste de l'endo te dit bah non, c'est pas ça, bah toi tu te dis bah à un moment donné, c'est qu'on peut vraiment rien faire pour moi et du coup bah tu restes comme ça. Donc en fait quand là on te diagnostique vraiment et qu'on te dit vous devez beaucoup souffrir, bah en fait toi je pense qu'il y a quand même un petit moment où tu te dis ah ouais en fait bah j'ai pas mal pour rien, ça Mm. s'explique. L'année en fait d'errance elle est quand même là derrière et du coup le temps que ton corps et que ton cerveau comprennent que ah enfin je suis légitime et ah enfin on me reconnaît dans la douleur et on est là pour m'aider et on me prend en charge, il y a quand même un impact, je pense, forcément aussi psychologiquement là-dessus. Mm. Parce que bah, Carrément. t'es pas aidé en fait comme tu devrais l'être. Donc c'est une peur aussi qui est présente. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux femmes qui pourraient être dans la même situation que toi, soit qui commencent leurs essais bébés ou qui sont en train de vivre l'épreuve qui est l'infertilité ou même les douleurs? Enfin, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre à ces femmes? De pas hésiter à en parler. Moi, ça c'est quelque chose où pour le coup, je me suis pas trop posé la question parce que aussi ça a démarré à cause de cette fameuse IRM en fait qui était au final un mauvais diagnostic. Mais suite à ça, du coup, ça n'a pas été quelque chose de caché que on allait essayer. Parce qu'il y a des femmes qui le cachent et qui le disent pas. Et au final, moi, de ce que j'ai compris, les femmes qui sont comme ça et où ça a duré plusieurs mois sans avoir de soucis spécifiques, elles l'ont quand même pas forcément bien vécu. Mhm. De d'essayer sans le dire parce que c'est un choix, mais du coup que ça prenne plusieurs mois et qu'en gros bah, elle soit triste ou pas, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont pas forcément tristes et qui attendent et qui n'ont pas forcément cette même sensation de oh mon dieu c'est grave que ça prenne pas, hein, attention. Enfin, moi en tout cas il y a plusieurs femmes que je connais qui l'ont pas forcément bien vécu et moi je dirais d'en parler. Si c'est ok pour elles d'en parler, que ça soit pas forcément tabou de se dire bah on essaie, mais parce que bah, nous, c'était quelque chose qu'on voulait partager avec nos familles. On s'est même pas forcément posé la question. En fait, même mon conjoint,
l'a dit à ses parents alors que moi j'étais même pas au courant. Enfin, j'étais pas au courant qu'il allait en parler et ça s'est dit en fait dans une conversation. Bah oui, on essaie. Ah bah c'est cool, super, félicitations. Enfin en fait limite on te félicite d'essayer. C'est ok, c'est bien. Et moi je trouve que du coup j'ai pu en parler directement, que ça m'angoissait, que ça m'effrayait et que j'étais triste que ça marche pas tout de suite. Et du coup, ce qui fait que j'ai été bien entourée quand même, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis, mes meilleurs amis. Si je devais pleurer, si je devais, enfin même moi mes collègues de boulot, hein, clairement. Parce que moi j'ai vraiment trouvé du coup le soutien que j'espérais. Ouais. Après, toutes les personnes ne comprennent pas forcément parce qu'elles du coup elles sont pas passées par là. Et moi c'est vrai que, enfin moi j'ai des meilleures amies qui sont pas passées par là. J'ai des mamans, j'en ai d'autres qui sont pas mamans, qui sont là pour toi. Même si des fois il y a des petites choses où bon bah moi c'était gentiment, mais je leur disais aussi bah tu me rassures et c'est cool, mais c'est vrai que dans ce que tu dis, ça se voit que tu l'as pas vécu. Mais maintenant c'était quand même une personne à qui j'ai pu raconter plein de choses, à qui j'ai pu me confier et qui avait toujours une oreille attentive. Après, c'est vrai que des fois, c'est un peu, bah t'inquiète pas, ça fait que 6 mois, t'inquiète pas, ça fait que 6, etc. Et quand tu le vis pas, c'est difficile. Ouais. Et moi, j'ai eu mes collègues aussi, qui étaient au courant. Après, qui étaient au courant où j'ai pas fait une annonce non plus, mais en fait, elles savaient très bien que quand j'avais fini en fait mon apprentissage, ma formation, qu'on allait dans le courant des choses essayer. Et donc après, des conversations se sont faites qu'elles étaient au courant. Bon, bah, elles voyaient de mois en mois que l'annonce ne venait pas. Dont une de mes collègues qui a vécu la même chose que moi, qui à 26 ans a été diagnostiquée avec une endométriose, qui a été opérée, qui a réussi à avoir une petite fille naturellement. Mais Oh. voilà, où ça a été dur. Et c'est vrai que du coup, c'est des personnes avec qui je peux me confier, qui me jugent pas, qui savent du coup les soucis de santé que j'ai. Et je me dis, mais je pense que j'aurais pété un plomb en fait si j'avais pas pu Ouais. me confier. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre du coup aux femmes qui cherchent des réponses à ce qu'elles traversent peut-être? Mais je dirais que si jamais elles ont une conviction qu'il y a quelque chose qui va pas lâcher et demander des examens supplémentaires ou changer justement de gynéco, de médecin traitant quand elles se sentent pas entendues et quand Ne pas on leur hésiter, dit ouais. d'aller. Beaucoup communiquer avec, bah, voilà, avec des amis, avec sa famille et son partenaire surtout. Du coup, je dirais que la communication, c'est primordial et c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Parce qu'on parle d'un truc qu'on n'aimerait pas avoir à parler non plus, hein. On parle d'une difficulté à avoir un enfant. Moi, je sais qu'au départ, c'était, je me rappelle, les premières semaines, c'était pump it up, allez, on fait un bébé. Enfin, on disait, allez, on fait un bébé, c'est cool, c'est bien et tout. Après, tu commences plus, enfin, tu dis plus ça en fait. C'est les prénoms. Alors, on avait commencé à envisager, bon, comme beaucoup de femmes, hein, moi j'ai ma petite liste de prénoms favoris dans mon téléphone et tout ça. Au départ, t'es là, t'es tout excité, t'y penses et en fait ça te booste et ouais, il y a aussi ce sentiment-là qui change. Et là, je cherche vraiment loin hein, dans mon esprit parce que je me rappelais presque plus du coup avoir eu ce sentiment-là. C'est horrible de dire ça, mais là maintenant, quand je parle d'enfants, d'essais bébés, c'est quand même plus la tristesse ou en tout cas l'incompréhension avant et la tristesse qui m'envahit quand même plus que la joie quand même. Enfin, il y a une sorte de joie, mais qui est plus loin. Alors qu'avant, c'était, bah, comme je t'ai dit, c'était Pump It Up, c'était trop bien, c'est cool, on s'amuse bien, on s'amuse aussi à justement à choisir bah, un peu les prénoms qu'on aimerait bien. Ah bah j'aime bien ce prénom-là, etc. Bon bah ça s'est vite stoppé quoi. Ce truc-là. Donc je dirais que c'est quand même une grosse épreuve aussi dans le couple et que du coup, faut pas être seul, il faut communiquer vraiment plus avec son partenaire, pas avoir peur d'avoir des conversations des fois difficiles ou de dire ce qu'on pense parce que c'est encore pire de rien dire, de toute façon. Ouais. Enfin, moi, je trouve. Après, moi, je sais que du coup, bah, justement, les listes de naissance, les grossesses que je voyais sur Instagram, les listes de prénoms, tout ça, j'ai stoppé. J'ai arrêté de regarder, j'ai arrêté de chercher les prénoms, j'ai arrêté, je me suis même des fois désabonnée de certaines personnes que j'aimais beaucoup, mais en fait, du coup, qui vivaient ce que moi je voulais vivre et que bah, moi j'arrivais pas à faire. Pour te Et préserver, ouais. ouais. Et même mon chéri, du coup, me disait aussi arrête de te faire du mal
en fait, en regardant justement ces choses-là. Parce que pour le coup, moi là, ça me motivait pas. Ça m'apportait pas de joie en fait de regarder ça. Il y a peut-être des Tout à femmes fait. où au contraire, ça va leur apporter en fait des choses positives, ça va les stimuler, ça va leur apporter quand même de la joie, tu vois. Mais moi, en tout cas, c'était pas mon cas. Donc, Ok. de, de, de communiquer, de pas avoir peur, en tout cas, voilà, de parler même avec leur conjoint, etc. Moi, je trouve quand même sans forcément le dire directement, mais ça permet aussi aux gens de pas forcément, alors ça dépend qui, mais je trouvais que au moins dire les choses, bah oui, on est en SVB, mais ça se passe pas comme on veut, ça permettait aussi aux gens de ne pas avoir à poser de questions. Ouais. Mais ça, je dis, ça dépend des gens, parce que moi, j'ai quand même du coup des personnes qui forçaient quand même, où c'était des petits pics, enfin, des pics qui pour eux étaient positifs, hein. Ah bah vous allez nous faire un bébé, ah bah vous êtes en vacances, ah bah vous allez nous faire un bébé. Ouais, enfin bon, en fait, voilà. Ouais. Mais qu'ils ne comprenaient pas hein, quand on se fâchait ou quand on disait un petit peu les choses. Je pense qu'il a vraiment fallu justement ce diagnostic d'endométriose pour qu'ils se disent bon bah on va peut-être arrêter en fait parce que là du coup ça fait un moment et ça servira à rien. Enfin voilà. Donc voilà, je pense que ça peut aussi empêcher les gens de poser certaines questions, d'être au courant. Et ouais, bah moi c'était un peu de me bloquer de certains groupes, etc. Mais c'était aussi valable pour les groupes de PMA, pour les groupes où on parlait justement de... Ça c'est pareil, ça dépend des gens. C'est que moi, je m'étais abonnée à des personnes qui conseillaient, qui apportaient du soutien, qui parlaient justement d'infertilité, etc. Et moi, c'était valable aussi pour ces gens-là où je me suis désabonnée parce que ça me mettait plus au fond du trou en fait qu'autre chose de dire des choses comme ça. Alors que pour certaines personnes, ça va les aider et ça va les booster, etc. Et moi, c'était certains groupes, c'était pas tous non plus, hein. Il y en a plein que j'ai gardés, mais faut faire le tri, quoi. En fait, si ça Ok. fait du mal en lisant, ou ça te met dans un mood qui est pas bon alors que t'étais dans un bon mood, c'est pas la peine, quoi. Il faut penser à soi et se préserver avant tout. Ouais, après, éviter aussi de se poser trop de questions, mais bon, bah, ça c'est mort. Enfin, moi, ça c'est Ça, c'était c'est fichu, l'histoire en de ta fait, vie, ça. d'avance. Hein? C'est l'histoire de ta vie, ça, de te Ah, poser mais des oui, mais questions. c'est clair, mais bien sûr, mais parce qu'après, moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, même sur plein de choses. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que je me disais, de toute façon, moi je suis quelqu'un qui me prend la tête en fait en général pour beaucoup de choses. Donc en fait, même mon chéri au départ, de toute façon, il me dit, de toute façon, c'était juste une évidence que pour ça, t'allais te prendre la tête en fait aussi. Ça allait pas arriver où il aurait vraiment fallu que je tombe enceinte tout de suite au premier ou au second mois pour pas que je me pose de questions, quoi. Donc c'est l'histoire de ma vie. C'est comme ça. Après, chacun a son tempérament et son caractère et tout, hein, C'est donc ça, exactement. Et c'est comme ça. est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager ou d'autres choses que tu aimerais dont parler avant qu'on clôture? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Après, moi, où vraiment, j'aimerais qu'on parle plus de toutes ces maladies gynécologiques, en fait, où c'est tabou, où on croit pas les femmes, où c'est pas encore des sujets qu'on parle beaucoup, malgré qu'il y ait des personnes qui écrivent des livres, malgré que on commence à en parler plus. Mais en fait, force est de constater que même à une époque où par exemple, l'endométriose, elle est connue, etc., où il y a quand même certaines choses et tout qu'on te dit, il faut ci, il faut ça, etc. En fait, il y a plein de sortes d'endométriose et c'est pas parce que t'as pas telle douleur ou telle douleur que t'as pas des règles hémorragiques ou que t'as pas ci ou que t'as pas ça, que t'as pas une endométriose. Et pour le coup, bah, peut-être que j'aurais été diagnostiquée en fait plus vite si certaines personnes avaient pu se bouger peut-être un petit peu plus ou m'auraient peut-être cru en fait davantage sur des choses. Et je dirais que ça, moi j'aimerais vraiment qu'on se bouge en fait plus pour ça, quoi. Qu'on entende Qu'on plus la souffrance des femmes, qu'on ouais. entende plus, ouais, qu'on entende plus, qu'on ait une journée ou deux quand on a mal et que ça soit pas tout de suite un truc. Parce que ça c'est pareil, ma gynéco m'a parlé effectivement de que je pouvais déclarer aussi la maladie et que du coup je sois reconnue en fait à la MDPH etc pour justement que par exemple si j'ai à m'arrêter en fait une ou deux fois le mois que j'ai pas de journée de carence etc mais en fait elle m'a aussi dit directement que pour tout ce qui était du coup crédit par exemple bancaire si tu avais du coup ce genre de maladie tu n'aurais plus aussi facilement d'accord en fait avec ta banque Ok. et ça, en fait, je trouve ça dégueulasse. Enfin, c'est pas un choix de une personne qui fume ou une personne qui fume pas. En fait, t'as de l'endométriose. Bon, bah, comme, attention, je parle de l'endométriose parce que là, moi, c'est mon cas, mais en fait, il y a plein d'autres maladies gynécologiques. Et où, du coup, bah, je trouve que
limite de la discrimination en fait aussi, et où du coup tu te dis bah pour ma santé, si je prends en fait, enfin si je déclare et si je prends des jours et si et ça veut dire que ça peut peut-être aussi avoir d'autres impacts sur le travail. Peut-être qu'il y en a qui peuvent être licenciées parce que du coup elles sont en arrêt plus souvent. Tu peux ne pas avoir d'accord de prêt parce que du coup tu as cette maladie-là. Enfin ça je trouve ça horrible et dommage qu'il n'y ait pas en fait d'évolution par rapport à ça, quoi. Il y a déjà de Mm. l'évolution, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez encore et c'est dommage. Et il y avait une personne qui disait, qu'on avait discuté là sur le groupe, qui disait, et ça m'a fait rire, je l'ai dit à mon chéri après, bon, je crois qu'il l'a pas trop Je bien vois ce que pris, tu vas dire. mais elle a dit, ouais, et c'est tellement vrai, que si les hommes avaient leurs règles, et que si les hommes avaient les douleurs qu'on a, ça ferait longtemps qu'il y aurait des arrêts sans avoir forcément, justement, de journée de carence, enfin, ils auraient des arrêts beaucoup plus récurrents, en fait, face aux règles. Et elle a tellement raison, Il y sans aurait plus parler de de choses maladies mises en gynécologiques. place pour ça, ouais. Ouais, ouais, beaucoup plus de choses de mise en place. Et la douleur serait, voilà, ça serait pas, oh, c'est dans la tête, oh, bah, c'est des règles, et puis tu prends un petit truc, et puis ça ira. Et j'en ai parlé à mon chéri, et puis il me fait, oh, bah, je sais pas trop, je dis, mais si, si, en fait, si, si. Toi, déjà, enfin, voilà, je sais très bien que, voilà, vous savez pas, vous pouvez pas savoir la douleur en fait de règles de femmes, mais c'est vrai qu'elle a tellement raison. J'espère qu'on en arrivera à ça quand même et qu'il y aura plein de choses de mise en place. Donc, je dirais que ouais, pour le mot de la fin, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait plus de témoignages, qu'il y ait plus de choses de mise en place pour les femmes, et en tout cas que c'est en parlant et en faisant que ce ne soit pas un sujet tabou que ça avancera. Donc ta parole ne sera pas vaine aujourd'hui, en tout cas. Non, non, puis même après pour tout le parcours évidemment même si j'aime pas dire ça, d'infertilité ou quoi, Mm. je dirais de parcours un petit peu plus long pour avoir un bébé. Mm. Ça aussi, pareil, si ça peut aider et si on peut libérer aussi la parole là-dessus, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mm. Merci en tout cas, Aurore, pour ton témoignage aujourd'hui et Bah, d'avoir merci à toi. partagé ton histoire avec nous. Je suis certaine que grâce à ta parole, en tout cas, il y aura des résonances auprès d'autres femmes qui peuvent traverser des parcours similaires, ou que tout simplement ça pourra aider aussi à ouvrir les esprits sur plein de choses. Et si vous qui nous écoutez, vous vous retrouvez dans cette histoire et que vous êtes à la recherche de soutien et d'accompagnement, n'oubliez pas surtout que vous n'êtes pas seul et d'en parler comme Aurore le disait. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast Miracle en devenir et à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.